objectif de cette table ronde, la question, elle est un peu, j'allais dire volontairement peut-être provocatrice. Est-ce que la prise en compte des émotions, c'est compatible avec l'élevage? On se permettra peut-être d'aller aussi sur la question de comment mesurer les émotions, comment vous les prenez en compte au quotidien et pourquoi vous avez été amené à les prendre au quotidien. Donc, comme Romain l'a dit, donc on a la chance d'avoir 4 personnes avec nous. Donc, Guylain Pajot, qui est éleveur de vaches laitières en Loire-Atlantique, 50 vaches laitières, transformation à la ferme, et qui a été avec d'autres personnes, et aujourd'hui donc plus d'une centaine de membres, à l'initiative de la création d'une association qui est aujourd'hui d'ailleurs membre du LIT Westerel, qui s'appelle AALVI, qui vise à accompagner, on va dire, la fin de vie des animaux en ferme, on peut dire ça comme ça. Et donc on pourra partager les raisons peut-être qui ont poussé à à prendre en compte cette émotion particulière du départ de la ferme. Samuel Boucard, du coup, qui travaille dans une entreprise qui s'appelle Biorette Agri, qui est spécialisée dans le confort des vaches laitières, on peut dire ça, et Samuel est fils d'éleveur également. Voilà. Pascal Ballet, qui est éleveur de vaches laitières en Mayenne, une centaine de vaches, un peu plus de 120 hectares en agriculture biologique, et chargé du développement durable dans la coopérative Terrena, qui est un des membres fondateurs du LIT Westerel. Et puis pour finir, un ancien de mes étudiants, donc c'est plaisir, ça me permet de le revoir, Alexis Nalovic, qui exerce en pratique exclusivement porcine au sein du réseau vétérinaire Crestal et qui possède, on va dire, l'originalité d'être passionné de neurosciences aussi et d'éthologie. Donc on a trouvé intéressant d'avoir finalement l'ensemble de ces participants. Donc merci beaucoup. Alors, on va dire concilier émotion et élevage. Est-ce que spontanément dans la salle, ça, moi j'ai préparé des questions, forcément, j'imagine que vous en avez, mais autant que vous donnez la parole à vous, est-ce que certains d'entre vous ont des questions qui leur brûlent les lèvres par rapport notamment à tout ce qu'on a vu ce matin? Une petite feinte, sans problème. Voilà. Est-ce que du coup, chez certains d'entre vous, ça éveille des questions déjà? Concilier émotion des animaux et élevage, prise en compte des émotions, prise en compte dans le travail au quotidien. Est-ce que certains d'entre vous, Dorothée, je t'en prie. Ah oui, moi ça m'intéresse particulièrement. Est-ce que vous avez du temps imparti pour observer les émotions de vos animaux, comme vous le feriez par exemple pour des détections de chaleur ou des choses comme ça? Ouais. Pascal, si tu veux commencer. Ouais, c'est vrai que ça t'est dit ce matin, mais mes animaux, ils parlent pas. Et c'est vrai que mes animaux, je sais déjà qu'ils sentent pas comme moi, ils écoutent pas comme moi, ils ont pas la même vision, et ils ont un cerveau qui est complètement différent. Donc, à aucun moment, il faut absolument que je projette, parce que moi, en tant qu'humain, faut vraiment que ce soit différent. Et je partage aussi ce qu'a été dit ce matin. C'est vrai que le stress que je peux avoir ou les envies que je peux avoir, ça peut être différent. Par exemple, si, mettons, c'est le jour de Noël et qu'il y a un repas, je voudrais faire ma traite très rapidement. Il ne faut surtout pas que je rentre dans ma salle de traite en voulant faire rapide parce que ça ne va pas se passer du tout comme ça. Et en fait, ça va plutôt être le contraire, donc il va falloir que je m'adapte. Puis après, l'autre chose aussi, c'est que comme ils ne parlent pas, mes animaux, c'est vrai que quand ils sont malades, je me rends compte quand les signes cliniques sont déjà importants, donc un peu tard. Et c'est vrai que voilà, et comme ils ne parlent pas, ils vont pas téléphoner au médecin pour dire voilà, il faut absolument que je vienne vous voir, et puis j'ai mal là, et ça fait 3 jours que ça dure, et les symptômes. Donc effectivement, moi je suis aussi intéressé par ce que faire les burets ou les matelas connectés, ou tout ce qu'on peut avoir comme data, pour commencer à voir que le comportement de l'animal il a changé, de façon à interagir avec lui le plus vite possible. Et puis moi je suis en bio, donc pour mettre le moins d'antibiotiques possible, etc. Voilà un peu comment j'interagis. Puis ce que je sais aussi, c'est on les laisse décider aussi pas mal de choses. Enfin, pas mal de choses, pas tout quand même. Mais c'est vrai qu'au printemps, c'est nous qui décidons quand est-ce qu'on les met à l'herbe, parce qu'on ne verra pas quand même qu'elles aillent trop tôt, puis qu'elles nous mangent l'herbe trop vite. Par contre, à l'automne, c'est elles qui décident de rentrer tranquillement au bâtiment. Et quand on voit que les 2 tiers sont plutôt au bâtiment, on ferme tout. Et puis voilà, elles vont rester 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois au bâtiment. Voilà comment j'interagis un peu avec mes vaches. Et puis, par contre, ce que je voudrais dire aussi, c'est que moi, mes vaches, je les caresse jamais. Parce que elles prennent l'habitude, et puis un jour où vous êtes en train de dépanner un abreuvoir ou quelque chose comme ça, elle va venir réclamer. Par contre, la façon dont elle va réclamer, ça va vous laisser un gros bleu, mais les gros bleus, bien jaunes, violacés, etc., parce que elle aura réclamé, mais à sa façon, avec 150 000 kilos de muscles dans le cou, donc effectivement, ça fait un petit peu différent. Pour bien dire aussi qu'on est des éleveurs, on a des animaux d'élevage et pas des animaux de compagnie. Et par contre, par rapport à votre question, c'est est-ce que je prends le temps d'observer mes animaux? Pas aujourd'hui parce que je suis en réunion, mais autrement, c'est la base de mon métier, quoi. Et la première fois qu'à Terrena, c'était Christophe qui m'a parlé de bien-être animal, j'ai dit, attends, tu rigoles, c'est la base de mon métier, c'est le cœur de mon métier. Il faut que mes vaches elles soient en pleine santé pour être, entre guillemets, plus productives.
pour faire un produit de meilleure qualité, parce que c'est important, voilà, hein, qu'elles aient bien à manger, bien à boire, etc. Enfin, ça joue. Puis, entre guillemets, c'est tellement dans la conception de mon métier que ça fait parler de la qualité de ma vie, quoi. Enfin, voilà, quoi. Je ne vois pas différemment que ça. Pour rebondir là-dessus, c'est intéressant parce qu'un des éleveurs qui devait être avec nous, malheureusement, qui n'a pas pu venir, quand je l'avais contacté un peu avant au téléphone pour préparer la table ronde, il m'avait dit moi, mes animaux, plus je les observe et moins je travaille. Donc, je trouvais intéressant parce que déjà, ça pouvait dire que pour lui, l'observation, c'est pas partie de son travail, mais je pense que ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il avait moins de tâches rébarbatives et plus de temps de qualité avec ses animaux. Et l'exemple que j'aurais pour compléter ça, c'est mon associé Christian, quand il va chercher les vaches le matin, il est capable de me dire en arrivant à la retraite, tiens, celle-là, il faut qu'on regarde, elle va pas bien. Si tu appelles le vétérinaire tout de suite, ça va être un petit peu trop tôt parce que les signes cliniques pour le vétérinaire, ils vont être à peine installés, mais tu peux y aller que 2-3 jours plus tard, celle-là, elle aura quelque chose. Bon, ça arrive des fois qu'ils se trompent, quoi, mais voilà, quoi. Et quelque part, ça, c'est les 2-3 exemples que j'ai donnés, je pense que c'est vraiment la vie d'éleveur. Tout à fait. Et peut-être, Guilain, pour avoir ton avis, on peut se tutoyer, cette prise en compte, justement, en fait, qu'est-ce qui t'a... Donc, tu as bien évidemment toute la phase d'élevage, mais pour la phase de fin de vie, qu'est-ce qui t'a amené aussi à... Est-ce que c'était basé sur l'observation des comportements des animaux au moment du départ qui a motivé la création de toute cette initiative à Alvi ? Moi, j'aimerais répondre déjà à la première question en tant qu'éleveur, puisqu'on a une approche complémentaire qui est... Moi, a fallu au départ... donc, je suis éleveur depuis 20 ans, mais au tout départ, je sentais bien que j'avais besoin d'être guidé dans l'observation de mes animaux, etc. Je suis fils d'éleveur, mais je n'avais pas du tout la prétention d'être éleveur en tant que tel, quoi. Je sentais bien que ce métier-là me parlait, j'avais vraiment envie de le faire et très bien. Mais en tout cas, donc j'ai eu la chance comme je t'avais dit, Raphaël, d'avoir cette approche avec la méthode Opsalim. Donc c'est une méthode qui a été mise au point par un de vos collègues, Veto, ce qui correspond à vraiment l'observation des animaux par vraiment des critères très particuliers, donc les yeux, le nez, le poil, les pieds, la bouse, les urines, enfin tout un tas de critères qui se répertorient comme dans un jeu de cette famille-là. On prend la carte qui correspond le mieux et on voit, en fonction des signes que nous ont montrés les animaux, comment la vache est à l'aise avec la ration qu'on lui apporte ou qu'elle va chercher directement dans le champ, à la pâture. Et ça m'a beaucoup aidé au départ à éviter de me fier qu'à un calcul mathématique de ma ration. Les ordinateurs le font très bien, mais à la fin, c'est toujours la vache qui a raison. Normalement, c'est elle qui décide si la ration telle qu'elle l'a lui convient ou pas. Et nous, on est beaucoup basé sur le pâturage, donc forcément des variations assez importantes entre les parcelles. On a beau faire des mélanges multi-espèces, c'est-à-dire graminées et légumineuses, les proportions ne sont pas toujours les mêmes. Donc à nous de voir si les saisons ne sont pas les mêmes non plus. Donc à nous d'être observateurs pour voir si l'animal est d'accord avec la ration qui lui est servie, même si c'est au champ, via le pâturage. Mais en tout cas, cette méthode-là m'a vraiment permis d'avoir une porte d'entrée avec mes animaux privilégiés, je trouvais structurés. Et ça, j'avais besoin de ça au départ. Et au fur et à mesure du temps, un peu comme ton associé, c'est-à-dire que tu as des animaux qui viennent, on va dire, te dire, par exemple, tu veux observer l'alimentation aujourd'hui, si tu es OK, et tu vas avoir la vache qui réagit très facilement, les vaches sentinelles qu'on appelle, qui réagissent très rapidement à un déséquilibre alimentaire avant les autres, eh bien, viennent nous l'annoncer, et là, on recale la ration. Quand je dis viennent, je pourrais répondre aux questions après. Donc, et cette interaction-là, en permanence avec le troupeau, fait que moi, je me suis de plus en plus basé sur certaines vaches pour être avec l'ensemble du troupeau. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment qui ont cette capacité de communiquer avec nous quand même via ce qu'elles peuvent. Et comme elles, je vais utiliser les mots comme ça, comme elles savent qu'on connaît cette méthode-là, elles viennent nous la présenter et voir si ça leur correspond. Et de cette façon-là, on n'a pas de souci, pas de pathologie au bilan. Donc puisque le cadrage alimentaire est fait au plus précis
et c'est les animaux qui nous parlent. Donc, d'ailleurs, c'est le titre du bouquin, Les vaches nous parlent d'alimentation. Et c'est vrai et là, du coup, ça va basculer sur ta question, Raphaël. Peut-être dans ces cas-là, avant du coup ma question, peut-être rester à la phase de l'élevage, parce que ce que tu dis est intéressant. Je voyais Alexis et Samuel hocher de la tête. Peut-être pour finir le tour de table sur cette question-là, puis prendre après les questions de la salle. Finalement, Samuel, vous, dans les solutions que vous développez, Alors, en fait, comment vous les identifiez en fait? C'est basé aussi sur les observations des éleveurs, des bah méthodes oui, oui. Alors essais-erreurs? chez Bioray, en fait, on a un ADN autour de l'innovation. Donc on a une équipe au BE, en fait, des ingés qui bossent sur les solutions qu'on va sortir. Mais j'ai un patron, moi, qui a tendance à dire qu'on fait des crades de test, c'est-à-dire qu'en fait, on n'attend pas que la solution soit finie. On la met tout de suite sous une vache, et parce que la vache n'est pas placebo, et donc on sait tout de suite si ça convient à la vache, parce que la vache elle a un comportement assez naturel. Et du coup, on dit, nous, commercialement, que notre vache, elle est notre cliente. En fait, il y a quelqu'un qui fait le chèque pour acheter la solution, mais c'est la vache qui est cliente, et en fait, elle nous dit tout de suite si ça répond ou pas, quoi. Donc voilà. Et finalement, Donc- c'est parce qu'il y a certaines des solutions qui sont assez classiques, d'autres qui sont un peu plus originales. Et je dirais cette originalité, ça tient aux ingénieurs tout seuls qui prennent l'idée, ou c'est des remontées du terrain d'un éleveur qui a pu bricoler quelque chose ou avoir une idée et que vous transformez? Alors, c'est du coup lié notamment à la vision internationale qu'il y a chez Bioray, puisque Jean-Vincent donc a une équipe assez large sur 70 pays. Donc, on repère les besoins des vaches en Irlande, en Mexique, en Slovaquie. Et du coup, on en fait quelque chose pour le mettre à l'essai en crade de test, comme je le disais tout à l'heure, sur des élevages entre guillemets référence ou laboratoire plus proche de l'entreprise. Et du coup, on a une version 1, puis 2, puis 3, puis 4. Souvent, ça met quelques années pour arriver à une solution définitive. Qui demande toujours à être améliorée, mais voilà, globalement, c'est comme ça qu'on fait. Okay. Donc, en fait, les produits qui sortent ou l'innovation qu'il y a chez Bioray, elle est liée à l'observation des comportements des vaches. Ouais. Donc, l'idée, c'est de s'adapter, en fait, à ce que la vache nous dit, effectivement. D'accord. Et du coup, peut-être pour finir, Alexis, c'est vrai que nous, dans notre formation de vétérinaire, on est souvent, comme tu le disais, Pascal, appelé peut-être une fois que les premiers signes un peu faibles, les signaux faibles sont disparus, qu'on a des signaux plus forts. Donc du coup, l'observation fine du comportement, quand on arrive, elle n'est pas toujours simple ou des fois on est trop tard. Donc comment, toi, dans ta pratique, tu le prends en charge et peut-être aussi comment tu es venu à prendre ça peut-être plus en compte qu'on le fait naturellement? Comment tu le prends Comment tu fais déjà tous les jours pour ces aspects de comportement? Pas deux fois de la même façon, c'est peut-être adapté à chaque fois. Oui, ça s'adapte en fonction de l'éleveur qui est en face. Effectivement, il y a des éleveurs à qui je fais particulièrement confiance quand il s'agit d'analyser le comportement des animaux, parce qu'il y en a qui savent faire sans forcément avoir le même vocabulaire qu'on peut avoir à l'échelle de la recherche et de l'éthologie, mais en fait, ça revient basiquement au même, c'est juste pas les mêmes mots. Donc, dans ces cas-là, en fait, je vais commencer déjà par demander effectivement à l'éleveur qu'est-ce qui se passe. Et c'est lui qui va me dire, regarde celui-là, regarde celui-ci, etc. Et en porc, nous, c'est particulier parce qu'on travaille sur des lots d'animaux, ils sont nombreux. Donc, je commence généralement par essayer de voir dans une case, par exemple. En fait, je fais un peu des QBA sans forcément le formuler comme ça, mais j'essaye de prendre en compte déjà le mood, l'état émotionnel, on va dire, de la case de manière générale, et ensuite d'aller spécifiquement sur chaque animal. Et je ne sais plus où je veux en venir avec ça. Mais du coup, je dirais que par rapport à notre démarche un peu classique qu'on apprend nous dans les écoles, si tu veux, en fait, est-ce que ça a changé finalement un peu ton approche de la question de la santé ou de l'approche de l'élevage, cette prise en compte du comportement des émotions? En porc, oui. En bovin, honnêtement, je ne saurais pas dire. Je ne pense pas être qualifié. Est-ce que les vétérinaires bovins le font plus ou moins qu'avant? Peut-être, je ne sais pas. En porc, nous, je pense que, et de plus en plus, on va être obligé effectivement d'y faire attention, à minima de connaître le comportement par rapport à tous les soucis de morsure de queue, d'écrasement, de plein de choses, et des soucis de comportement. En porc, il y en a des tas et des tas.
Et de plus en plus, il va falloir une compétence technique là-dessus qui commence par savoir analyser ce qu'on observe. Alors, en fait, souvent en port, je me retrouve pas forcément à devoir expliquer à l'éleveur comment il regarde ses animaux. Souvent, il va en fait un peu trop loin. Il tombe plutôt souvent dans le piège de l'anthropomorphisme. Je ne vais pas me lancer là-dedans, c'est sûr, j'en ai pour des heures. Ouais, souvent, j'apporte ma technique ici sur, OK, je vois bien que tu as observé ça. En fait, ce que la science dit aujourd'hui, c'est que ce que tu as observé, ça veut plutôt dire ça, ça et ça. Et donc, on va essayer de travailler sur ces points-là en particulier, quoi. Ok. Ça roule. Est-ce que du coup, vous avez des questions dans l'assistance pour nos... Du coup, peut-être, Guylain, la question que je t'avais posée, à laquelle tu n'avais pas répondu, tu proposais de répondre au moment où tu peux répondre, c'est plutôt pour la partie un peu finale, en fait. Est-ce que finalement, la façon dont Opsalim ou même ton expérience t'avait un peu initié, renforcé à observer les animaux, ça t'a intéressé aussi à la partie un peu finale, et comment, du coup, l'initiative à Alvi, elle a pris forme, j'allais dire? L'idée de... Du coup, les animaux deviennent des partenaires de travail quotidien, clairement. Donc, on quitte vraiment le domaine du matériel, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Ça devient une relation. Et le truc le plus compliqué, ça a été d'accepter, pour moi, je parle, d'accepter le fait que ça se terminait par la mort de l'animal. Alors que c'est fondamentalement l'objectif clair. Enfin, et j'ai jamais eu, j'avais toujours c'était très délicat pour moi d'aborder ce sujet-là avec mes animaux. Et à un moment donné, j'ai décidé de plutôt partir sur le fait plutôt que de quelque part leur demander pardon, de les envoyer à l'abattoir, mais plutôt les remercier pour tout ce qu'elles avaient fait avant. Et à partir du moment où j'ai basculé sur ce concept-là, qui aujourd'hui n'est plus un concept, puisque je le vis peut-être... Ouais, si, c'est bon. Donc, ça a coupé, du coup, j'avais un fil... C'est quelque chose d'assez difficile à exprimer. Je pense que vous le comprenez. Surtout que je ne sais pas du tout d'où vous partez dans vos raisonnements, dans vos vécus. Enfin bref. Donc l'idée, ça a plutôt été de mettre au point de développer sur notre ferme le fait de confier à chaque animal une mission. Donc, si c'était clairement de donner du lait, c'est donner du lait. Si c'est faire de la viande, c'est faire de la viande. Si c'est, on utilise beaucoup on a des mères nourrices pour élever la relève laitière, les génisses. Donc, on laisse les veaux sous les mères pendant 9 mois. Donc, toujours pareil avec ce rôle d'accompagnement. J'utilise les mères comme vectrices de mon mode de communication à moi, qu'elles finissent par connaître. Enfin, depuis le temps qu'on pratique avec les anciennes, ça y est, c'est quelque chose qui est établi. Et du coup, elles sont le vecteur avec les jeunes animaux. Donc, il va y avoir ces mères nourrices. Après, une fois qu'ont fait le lot de génisse, à l'âge je vous aide entre 9 mois et 12 mois, là, les lots de génisse à la repro, elles ont également une tutrice ou 2 tutrices adultes. Et l'idée, c'est que ces tutrices adultes, elles, c'est souvent leur dernière mission, avant justement de partir à la viande, ce qu'on appelle assez vulgairement l'élevage de réforme. Je trouve le mot assez mal adapté, mais en tout cas, la dernière mission, ça sera de faire la viande. Et donc, pour boucler jusqu'au bout cette confiance, je vois bien comment tous ces états d'émotion, et on en parle depuis le début de la journée, et les animaux, quand on réussit à les mettre en confort, le fait de mettre une mère tutrice dans un lot, par exemple, les jeunes ne sont du coup jamais en inconfort, puisqu'ils prennent toujours l'animal adulte ou les animaux adultes en référence. Et comme elles savent les codes, c'est-à-dire quand vous disiez le tracteur qui arrive, ce que ça veut dire, l'éleveur qui arrive ou l'éleveuse
qui arrivent, qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, elles savent tout ça, et donc les jeunes ne sont jamais surpris. Donc ils se créent, enfin en tout cas, ils développent leur observation de leur environnement, qui est nous, leur ferme, au travers de l'adulte. Et comme ça rentre de façon plus infusée, je trouve, et moins directe et violente. Et forcément, en voyant ça et devoir faire monter à la fin les vaches dans le camion, même si on sait que le chauffeur va faire du mieux qu'il peut, même si on sait qu'à l'abattoir, il y a des gros efforts de fait pour bosser, ils ont tout intérêt, que ce soit les chauffeurs ou à l'abattoir, à ce que ça se passe bien, puisque les animaux qui se braquent et qui s'énervent, ça pose des problèmes aussi dans leur circuit. Donc ça, on le sait, mais n'empêche que le simple fait pour l'animal, à ce moment-là, de découvrir tous ces environnements nouveaux, en tout cas, pour moi, c'est insurmontable. Surtout que tu disais, là, une des spécificités aussi, c'est que vous êtes en transformation ou vente directe à la ferme, avec du coup le fait à chaque fois de ne devoir faire partie quasiment que 1 ou 2 animaux, voilà. Et pas tout un groupe où on pourrait penser qu'il pourrait y avoir un effet plus sécurisant. Et là, c'est à chaque clairement, fois quand les animaux partent en groupe, il y a l'effet groupe qui compense un peu enfin, ils se rassurent les uns les autres. Je ne sais pas à quel niveau, hein, puisqu'on fait assez peu partir en lot. En tout cas, on voit bien que quand on déplace, rien que le fait sur la ferme de déplacer, d'enlever une bête d'un lot et de vouloir l'emmener quelque part, ça, faut éviter tout le temps. Enfin, ça ne marche pas. On met les animaux en stress, que ce soit le troupeau qui reste ou la vache qui part. Donc, ouais, le travail en lot, et ça pour nous, les départs, comme on fait de la vente directe, les départs en lot sont peu fréquents. Donc, voilà, le fait pour réussir à répondre à ce moment-là précis de la fin de vie de l'animal, là, on est en train de mettre sur pied un projet d'abattage à la ferme. Peut-être on en parlera plus tard, parce que j'ai l'impression déjà d'avoir beaucoup parlé. Désolé. Et je pouvais pas faire. Enfin, pour moi, c'est dur de faire plus court sans qu'il y ait des tas de biais qui rentrent. Mais en tout cas. Ok. Oui. Oui, alors moi, je vais reprendre votre question du démarrage. D'accord. Mais en la modifiant. Okay. C'est-à-dire, est-ce que en fait, la prise en compte des émotions est compatible avec l'élevage intensif? Ma question est au niveau du type d'élevage. Est-ce que la taille, finalement, de l'exploitation, eh bien, c'est un frein à la prise en compte des émotions ou pas du tout? C'est une volonté de l'éleveur et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui se sent de commencer? Pascal. Après la taille, peut-être, mais c'est franchement loin derrière le prix. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où nous, en tant qu'éleveurs, on vit bien et on peut bien faire notre travail, être remplacé quand il faut être remplacé, prendre des vacances quand il faut être remplacé. Enfin, l'histoire du revenu fait aussi que nous, on peut avoir des conditions d'élevage, etc., qui sont bonnes, quoi. Et je pense que la taille des élevages, c'est vrai que quelque part, quand on voit les feedlots américains, là, on peut se poser des questions. Nous, en France, on est loin, très loin de tous ces modèles-là. Donc, je pense que en élevage bovin, je parle, mais en tout cas, et là, on est très loin de ça. Donc, enfin, moi, je pense que ce qui pèse le plus aussi dans le bien-être animal, c'est le modèle économique, quoi. Quand il n'y a que le prix qui compte, et quand il n'y a que les promotions qui comptent, c'est un peu plus difficile, quoi, de mettre des conditions et d'investir dans des bâtiments pour 15 ans. Et d'avoir des conditions de bien-être animal qui soient optimales, quoi. Ou de vivre sereinement son travail. Alexis, peut-être un commentaire là-dessus? Oui. En fait, la question, c'est sur la prise en compte des émotions. Donc déjà, moi j'ai une question à cette question, c'est qu'est-ce qu'on entend par prise en compte? Parce que s'il s'agit effectivement juste de dire est-ce qu'on s'y intéresse, est-ce qu'on les regarde? Oui. En fait, la réponse est oui. Peu importe l'élevage, on s'en fiche. Du moment qu'il y a des animaux, ça marche. Et en fait, si on va aller plus loin que ça, on se rend compte déjà qu'on a un souci, c'est qu'on doit placer un seuil, quoi. Si on se dit, OK, on veut les prendre en compte, mais on veut qu'elles soient ici ou là en termes de positivité, là déjà, c'est beaucoup plus compliqué, parce que chacun va vouloir mettre le seuil où il a envie qu'il soit. Et là... c'est plus tellement du ressort de l'éleveur finalement.
C'est du ressort de l'aval et des fois de l'amont aussi. Donc si la question c'est techniquement, est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui en élevage à s'intéresser, déjà dans un premier temps, aux émotions... Allô, 1, 2. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, ça marche. Ouais. Non, ça marche. Aux émotions et aux états émotionnels, oui, on peut. Enfin, il reste du boulot quand même, parce que c'est quand même un sujet hautement complexe. Si la question va plus loin, ben, en fait, pour moi, à mon sens en tout cas, comment je vois les choses en élevage aujourd'hui, on n'est plus dans le cadre du... En fait, ça devient de la politique après, quoi, je pense. Parce que quand vous dites prise en compte, en fait, c'est le fait de les regarder, mais aussi de les améliorer, en fait. Une trajectoire. Donc, en fait, après, la question à se poser, enfin, j'imagine, c'est on a une ordonnée à l'origine, de ce que je comprends de votre question, que vous identifiez comme différente entre des élevages intensifs ou autres, enfin, où il y a une gamme, en fait, il y a une gradation. Il y a sûrement une gradation, d'ailleurs, dans tous les élevages. Et après, c'est quelle est la pente de la courbe qu'on pourrait espérer atteindre. Et après, ce que j'ai l'impression dans ce que dit Alexis, c'est est-ce qu'il y a une ligne minimale qu'on voudrait être atteinte par tous les élevages? C'est ça, finalement, plus votre question? Ok. Est-ce que... Samuel, je ne sais pas. Moi, je veux bien intervenir sur l'angle là, puisque l'année dernière, suite au LIT expert de l'année dernière, j'avais interpellé Hervé et puis Romain sur l'histoire du scoring du bien-être animal en vache laitière, essentiellement, puisque c'est notre domaine. Et du coup, on s'est mis au travail parce que ça fait 3 ans qu'on avait démarré chez Buret le regard, parce que l'histoire de l'élevage intensif, forcément, on est souvent, nous, en tant que Buret, associés à ça, parce que voilà, on s'intéresse que soi-disant aux intensifs, ce qui n'est pas vrai dans le concret, mais bon, peu importe. Du coup, on avait démarré il y a 3 ans un protocole qui nous permettait d'évaluer à J0 avant l'installation des solutions Buret qui visait à améliorer le bien-être d'une manière globale. Et du coup, ça a été un point de départ qu'on a développé avec le LIT et puis avec le réseau APIVET, là, entre autres. Donc là, je fais un clin d'œil à Pierre, qui est présent. Et du coup, on a pu concrètement... alors, ça demande de l'énergie, parce qu'avec API, on avait développé un référentiel qui permettait de regarder 200 critères dans le fonctionnement d'élevage, y compris le vécu de l'éleveur en termes de satisfaction, de revenus dégagés. Enfin, ils avaient un regard très large. Et du coup, à la fin, on avait des élevages où on voyait des vaches heureuses, dans le sens, mais avec des éleveurs heureux aussi. Et il y avait une vraie combinaison. Ça a été dit un peu ce matin, mais il y avait une vraie combinaison entre les deux. Donc voilà. Guilain, peut-être un éclairage? Je pense que la dernière présentation de Dorothée faisait état de ça, c'est-à-dire que l'éleveur ou l'éleveuse, c'est vraiment eux qui sont en première ligne sur ce bien-être ou bien-traitance, animal, ou les deux. Et donc, il faut que l'éleveur ou l'éleveuse soit à l'aise dans son système. C'est ça qui compte. Si c'est le système économique qui contraint l'éleveur à augmenter son nombre de bêtes et tout ça, normalement, on court au dérapage. Et des fois, je vois dans des champs des particuliers qui ont 2 ou 3 chevaux. Ça fait pas beaucoup. Mais n'empêche que des fois, ils sont maltraités pareil. Donc, je pense que faut vraiment prendre... c'est un sujet politique, éminemment politique, mais en même temps, si les personnes qui pilotent le dossier, c'est les éleveurs ou les éleveuses, il faut d'abord qu'ils soient à l'aise dans leur système. Et la question, c'est plus savoir, est-ce que leur système qu'ils sont en train de mettre au point répond à des contraintes économiques ou à une réelle passion qu'ils veulent poursuivre comme ça. Et donc, du coup, je pense qu'il y a des systèmes d'élevage qui sont intéressants dans tous. Après, c'est... Puis le système concentrationnaire énorme, là, par contre, oui, là, non,
je prendrai pas. Je crois qu'il y avait une question devant, mais juste, ça m'avait fait penser, quand j'ai vu la vidéo de Dorothée avec la mise en pâture, on voit les animaux, on dit ils expriment une joie. En fait, hier, Samuel m'a partagé une vidéo qui serait, si on centrait sur la vache, qui est identique, qui sont juste des vaches qui découvrent un tapis qui a été mis sur l'horaire d'exercice dans un bâtiment, des vaches qui ont probablement vocation à rester en bâtiment une grande partie de l'année. Et donc finalement, si c'est strictement du point de vue de ce comportement-là, on pourrait dire que c'est identique. Pour autant, si on montre d'un côté ces vaches qui courent dans le pré et de l'autre dans le bâtiment, les gens vont arriver peut-être à un cubillet différent, alors que du point de vue de l'animal, c'est la même chose. Donc c'est pas simple. Il y avait une question, je crois, ici. Oui. Bonjour, François Guillot, donc je suis conseiller régional des Pays de la Loire et puis aussi agriculteur sur la commune de Bouvron en Beauvalais comme certains ici. Question ou remarque, enfin, sur la question de la personne d'avant, je pense qu'il y a une notion dans votre question qui est aussi sur l'affect qu'on a sur nos animaux. Et c'est vrai que je pense que si on fait un comparatif entre un élevage bovin et un poulet de chair, par exemple, qui va être sur un turnover beaucoup plus rapide, on ne développe pas le même affect sur un poulet qu'on va avoir quelques semaines chez soi et une vache laitière qu'on aura vu naître chez nous, qui aura donné naissance à une génisse, qui aura donné du lait. Donc, on n'a pas du tout la même perception de nos animaux. C'est pas pour ça qu'on leur souhaite pas le meilleur bien-être, mais on ne va pas développer le même affect. Et sur la taille des troupeaux, j'ai envie de dire, ça dépend aussi du nombre de personnes qui y travaillent, du nombre d'associés qu'il peut y avoir, parce que nos exploitations grandissent, mais elles grandissent aussi pour qu'on ait, tu l'as dit tout à l'heure, une vie sociale à peu près équivalente au reste de la population. Donc c'est la pression du travail qui peut faire que le bien-être animal puisse être des fois un peu laissé de côté parce qu'on n'a pas le temps ou on est fatigué. Et c'est pas une excuse, mais c'est une réalité. Bien sûr. Et par rapport à tes propos, Guylain, tout à l'heure, on n'a pas à s'excuser, même si ça nous fait mal au cœur de voir nos animaux partir. Où c'est délicat, c'est qu'on passe d'un animal sur lequel on a voulu le meilleur bien-être et quelques heures après, qu'on le veuille ou non, et tu n'osais pas utiliser les mots, mais c'est un animal qui va être abattu, découpé, mangé. Ça devient de la matière première. C'est-à-dire d'un animal, on parle d'un affect, on parle d'un animal qu'on va vouloir mener au mieux possible, mais on ne doit pas se mentir. Quelques heures après, ça devient une matière première. Et c'est super délicat à aborder, c'est pas simple, hein, mais c'est quand même la réalité, c'est des choses qu'on doit se... Donc juste, enfin je sais même pas si c'est une question ou une remarque, mais les propos sur l'aspect économique, pour moi, il est important. Si nos exploitations ne sont pas capables d'avoir, de dégager économiquement ce qu'il faut pour qu'on ait aussi de l'investissement, on parlait des tapis Bioré que je connais bien, et forcément quand on va chercher de la technologie, eh ben, il faut du financement derrière, il faut de la rentabilité. Mais j'ai envie de dire, il y a peut-être une chose qu'on a oubliée dans les propos, c'est de la reconnaissance aussi. C'est-à-dire que tout le travail qui est fait, toute la discussion qu'on a, c'est comment on arrive alors à la vulgariser au monde agricole pour que, c'est pas qu'il devienne, enfin qu'on devienne, parce que je dois m'intégrer, encore, on doit être encore meilleur, mais pour être meilleur, on doit connaître. Et je pense que c'est tous les propos qu'il y avait ce matin. Si c'est pas inné de savoir comment réagit une vache, même si on est éleveur, mais on doit aussi faire transpirer à la population et aux citoyens et aux consommateurs que nous sommes nous-mêmes tout ce qui est fait sur nos élevages, parce qu'on souffre aussi de ça, de cette vision du bien-être, et c'est un dossier super délicat à amener, parce qu'on doit l'amener pour dire qu'on doit s'améliorer, mais on doit aussi vraiment mettre en avant ce qu'on fait pour que les agriculteurs se sentent aussi soutenus dans cet engagement de bien-être. Et je pense on doit transformer l'essai sur ce côté-là aussi. C'est quelque chose d'important. Merci de ce commentaire. Du coup, peut-être pour revenir à la question initiale, au titre, entre guillemets, de l'atelier, est-ce qu'on peut concilier émotion positive, hein, sous-entendu, et élevage? Parce que du coup, il va falloir qu'on conclue. Je vois Romain qui tient là-dedans. Est-ce qu'on pourrait finalement finir avec chacun d'entre vous, avec votre avis là-dessus? Est-ce que je vois que finalement, vous vous dites, je prenais en compte l'émotion des animaux en fin de vie, j'ai essayé de trouver une solution. On a aussi la facilité des animaux, soit leur confort, etc., des choses qui leur permettent d'exprimer. Donc, est-ce que finalement, pour vous, c'est une question déjà qui, pour vous, mérite d'être posée? Est-ce que pour la réponse, elle est claire? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette question? Parce que quand Romain il m'a demandé d'animer ça, je me suis dit, la question, elle est un peu polémique, en fait, finalement, parce qu'on pourrait aboutir à la réponse de dire, non, en fait, c'est pas compatible. Et comme on veut boire du lait ou manger de la viande, bah on l'accepte, quoi. Et
et puis on passe à autre chose. Mais en fait, pour vous, c'est compatible? En fait, je pense que déjà, il faut bien se dire que bien-être animal, c'est une notion subjective. Moi, j'ai ma définition, tout le monde dans la salle a une définition différente. La première des choses à faire, c'est de rendre ça un peu plus cartésien et dire, voilà, on regarde ça. Et la première des choses, c'est faire des audits. Alors là, le mot audit, là, vous avez soulevé quelque chose pour moi. Surtout si vous faites des audits, faites ça simple, parce que nous, en tant qu'agriculteurs, il faut qu'on fasse un audit bien-être animal, un audit pour le carbone, un audit pour la biodiversité, un audit pour la qualité de l'eau, etc. Et on va faire des milliers d'audits et on va passer beaucoup de temps à faire des audits. Et le modèle économique derrière, il n'est pas forcément vertueux. Donc, il faut qu'on regarde bien ça, etc. Puis après, effectivement, nous, à partir du moment où on a fait un audit, moi, je pense qu'on est dans des démarches de progrès. Agriculteur, on est une profession qui s'informe beaucoup, qui va toujours de l'avant. On est des entrepreneurs. Et à partir du moment où on va faire un audit où, effectivement, on aura trouvé des défauts, des choses un peu plus, des points faibles, à partir du moment où la personne qui vient chez nous ne nous prend pas de haut et puis a envie de co-construire avec nous, c'est parti, c'est bon. Et tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, quelque part, ça permet d'avancer, quoi. Et je pense que c'est de la méthode. Et puis, je pense que ça t'est dit, la reconnaissance. Nous, tout ce qu'on en est, quand on travaille, il faut de la reconnaissance, sonnante et trébuchante, ça c'est clair, mais la reconnaissance aussi pour la qualité du travail, bien fait. Et c'est vrai que quand on regarde qu'aujourd'hui, c'est surtout le prix qui fait la différence et qu'on peut importer autant de poulets, ou etc., je pense qu'il faut aussi qu'on mette l'alimentation au centre de nos préoccupations et de se dire, voilà, ça ne peut pas être qu'une variable d'ajustement dans mon budget. Ça a du sens pour mon territoire, ça a du sens pour la qualité de ce que j'ai dans mon assiette, parce que je vais prendre plaisir à le manger, et je sais d'où ça vient, je sais comment ça a été fait, et ça, c'est peut-être un primordial. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, mais je pense que l'alimentation, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on investisse, parce que c'est important. Très bien. Peut-être les autres, mais du coup, je vais jouer un peu la mouche du coche. Revenir quand même à la question, c'est-à-dire, c'est pas... Enfin, on est d'accord, mais là, c'est juste l'exercice de cette table ronde. On est d'accord que ce que vous avez dit, ça fait partie de l'équation, mais admettons qu'on dise, par exemple, j'ai fait un audit et chez vous, ce qui pêche, par exemple, c'est les émotions positives. Du coup, est-ce qu'on a des pistes? Non, mais là, du coup, peut-être pour Alexis. Si vous me dites c'est des émotions positives, oula, déjà, c'est pas du langage d'éleveur. Moi, il faut du pragmatique. Voilà, okay. Tiens, t'as pas assez de place dans ton abreuvoir, comme on a vu tout à l'heure sur la photo, pour que tes vaches elles boivent après la traite, ou tiens, t'as tel comportement. Voilà. Donc, quoi. Je sais pas, trop de vaches qui se battent entre elles, par exemple. De toute façon, je les ai jamais vues trop se battre entre elles. Ce qui est clair, c'est qu'une... C'est pas vous en fait, c'est pas mais toi. C'est pas ça, c'est que. Ce que je veux dire, c'est que la question, je pense, elle est volontairement polémique. Et en fait, on voit qu'on a quand même un certain degré d'inconfort. Et en fait, on essaye de revenir avec des choses. Je pense qu'on partage tout ici. Et on est là, c'est bien avec l'élevage de société, mais on a bien un pas à faire vers les gens qui remettent. Parce que la question de tout à l'heure, elle est un peu là. On a même des gens qui ont signé des écrits il n'y a pas longtemps qui questionnent ça, qui ont même, eux, leur degré de réponse. Donc, qu'est-ce qu'on apporte à ces gens? Est-ce que pour vous, on peut concilier élevage et émotion positive? En fait, c'est ça la question. Moi, j'ai l'impression que oui. Bien. Mais du coup, comment, en fait? Alors moi, je vais tenter de contribuer à une forme de réponse qui sera pas définitive, mais dans notre approche, nous, là, par exemple, pour dire comment on va pouvoir contribuer, c'est-à-dire qu'en fait, on a dit tout à l'heure que on observe les vaches, les comportements, la physiologie, tout ça. La considération, en fait, dans l'idée de reproduire ce qui se passe naturellement dans une pâture et de le refaire dans une étape, ce qui est le début d'une réponse à tout à l'heure, l'élevage intensif. On a une approche où on observe, on a bien en tête que la vache ou les vaches sont des êtres sociaux avec une certaine forme de reconnaissance des congénères et tout ça. Et du coup, nous, on est très axés sur la question des dominantes-dominées, si bien qu'on a sorti, par exemple, la logette d'alimentation où on sépare les vaches quand elles sont en cornédie, toutes les deux places, histoire qu'elles se battent pas, les vaches laitières, mais elles se bataillent, je dirais ça comme ça. Et donc voilà, et une logette de couchage par vache, histoire d'avoir du confort. Et donc ça, c'est une manière à nous, en tous les cas, de réponse en disant, on prend en compte aussi l'état psychologique ou on va dire ou mental de la vache pour pouvoir lui redonner des conditions confortables et qui vont lui permettre d'être tranquille et tout ça. Juste avant qu'on passe avec tu parlais tout à l'heure de la vidéo que je t'ai envoyée de la vache qui court. J'en ai une autre aussi, parce que ça c'était
la mise en route d'un élevage aquaclim 100% en étable à Guémené-Pinfo dans le 44, où l'éleveur, le jour qu'on était en train de mettre en route, on était dans l'étable, et l'éleveur s'est assis sur sa vache qui ronflait. Et pendant un quart d'heure, il est resté sur sa vache, elle ne s'est jamais relevée. Voilà, donc du coup, à partir du moment qu'on met les conditions qui permettent à ce que la vache soit tranquille et apaisée, au-delà de la relation éleveur à la vache, il y a aussi des conditions matérielles, on va dire ça comme ça. Bon, Ça veut dire qu'un audit nous définit un point sur cette courbe, on dispose de solutions techniques pour avoir une courbe qui s'améliore. Alexis, peut-être ton point de vue en tant qu'intervenant sanitaire, finalement. Enfin, pas que. Je vais élargir un peu le... Vas-y. Mais pas trop long. Non. Attends. Tu vas voir. Large, mais pas long. Ouais. Moi, en fait, je vois trois étapes ou 3 points pour répondre à prise en compte de l'émotion positive en élevage, y compris intensif. Un, c'est une étape technique déjà de mesure. Déjà, on n'y est pas. Okay, il faut suffisamment de tests robustes qui enlèvent les biais d'observation, les biais de jugement, le cherry picking, tout ce que tu veux. Donc là, effectivement, il y a du chemin. On voit qu'il y a des pistes très intéressantes qui commencent à venir, effectivement. Mais on a encore du boulot parce qu'on est un système robuste. Ensuite, on dit, bon, ok, étape 1, c'est fait, on a une mesure qui est fiable, quoi, de l'état émotionnel. Après, encore une fois, c'est quel seuil on accepte ou on n'accepte pas, quoi. Et là, c'est pareil, il y a du boulot de discussion et de peut-être qu'on va accepter certains niveaux pour certains élevages et pas pour d'autres. Là, je sais pas, j'ai pas la réponse. Il y a tellement de... En fait, le gros problème du sujet des émotions, c'est que c'est extrêmement difficile. C'est très intéressant d'ailleurs, au point de vue scientifique, mais c'est très difficile pour un humain de discuter de ce sujet sans y investir ses propres... Il faut vraiment des gens assez pointus dans le domaine pour commencer à parler de ça assez froidement, finalement. Et l'étape 3, effectivement, je pense qu'on a commencé à en discuter, c'est économique. Si on prend les modèles économiques qui lient l'économie et le bien-être animal, on a souvent des courbes en cloche. Au début de la courbe, on monte le bien-être et l'économie, donc là, il n'y a pas de problème. En fait, on améliore à la fois les émotions et à la fois le gain de l'éleveur. Donc là, c'est facile. En fait, là, on est dans les innovations techniques. Qu'est-ce qu'on fait quand on est de l'autre côté? C'est-à-dire qu'on a le maximum de bien-être ici, mais l'économie descend. Ah là, il y a un moment, c'est qui paye, quoi. Ça peut être plein de gens. Je ne sais pas, je ne suis pas politicien, mais ça fait partie, en fait, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de la prise en compte des émotions ultimement. Ok. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Je pense que c'est une bonne conclusion en transition. Romain, je te repasse la parole. Remercier vraiment les 4 intervenants. Vous remercier pour les échanges. Moi, je précise juste que le niveau bien-traitance animale, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts, de faits, etc. Mais dans le domaine de l'abattage, il y a quand même un énorme trou dans la raquette. Donc, la Alvi propose ce programme-là qu'on peut mettre en expérimentation. C'est même l'idée que l'INRA, etc., puisse mesurer les choses que nous, on avance avec notre sensibilité d'éleveur-éleveuse. Mais là, il y a quand même un trou énorme dans la raquette. Donc, moi, je demande, sincèrement, on a la chance d'avoir un représentant du conseil régional de notre région sur lequel on veut créer ce site-là, François, au moins les pouvoirs publics nous aident à monter cette expérimentation-là sur un outil réel, qui plus est, qui est porté par la base, c'est-à-dire nous, éleveurs-éleveuses. Donc, il n'y a plus qu'à. Alors moi, juste Romain, tu vas pouvoir décompter le temps de mon intervention sur l'intervention de tout à l'heure je ne sais plus le prénom, enfin bon bref. J'ai une réponse sur la question de savoir s'il y avait de l'intelligence artificielle. Ben, moi, je peux dire que oui, parce que je travaille Biorail travaille avec une start-up de Nantes qui va dans ce sens-là, qui s'appelle iHerd et qui fait du décryptage, on va dire, du comportement des animaux à partir de l'imagerie et arrive à avoir des budgetants, des regards sur la fréquence respiratoire, enfin des choses qui sont vraiment chouettes. Voilà, rien à voir avec nous.